Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de cette édition. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Abuja ce vendredi. Il va prendre part au 55e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, rencontre qui se tient demain samedi dans la capitale politique de la République fédérale du Nigeria. La Côte d'Ivoire et l'Inde renforcent leur coopération économique. Des hommes d'affaires indiens en visite à Abidjan ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'investissement en Côte d'Ivoire a été évoqué au cours des échanges. La réunion s'est tenue en marge du Forum économique Inde-Afrique dans la capitale économique ivoirienne. Le rapport de la BAD sur le financement des PME est disponible. Il a été officiellement remis au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un rapport qui exprime fortement le soutien de l'institution financière au secteur privé ivoirien. Nous dévoilerons dans ce journal les axes stratégiques contenus dans ce document. Le programme social du gouvernement continue de se déployer dans les régions au profit des populations. Le volet électricité du BS-Couvre est en marche. Nous irons dans les régions du Worodougou et du Logibois où des villages ont été électrifiés. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, supporter et solidaire des éléphants de Côte d'Ivoire, est présentement au Nigeria. Il a quitté Abidjan ce vendredi pour Abuja, où il prendra part demain au 55e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce sommet est consacré à la situation sociopolitique, économique et sécuritaire dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement analyseront particulièrement la question de la monnaie unique des pays membres de la CEDEAO, dont l'entrée en vigueur est envisagée pour 2020. En marge de la réunion, le président Ouattara aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. Il regagnera à Abidjan ce samedi 29 juin après la rencontre. Et voilà, le 55e sommet de la CEDEAO s'ouvre. Je rappelle donc ce samedi, le président ivoirien qui va prendre part à la réunion est arrivé aujourd'hui dans la capitale politique nigériane avec ses pairs. Il évoquera la situation sociopolitique, économique et sécuritaire et surtout la question de la monnaie unique des pays membres de la CEDEAO. Viviane Aïmé est notre envoyée spéciale à Abuja. Ce 55e sommet ordinaire de la CEDEAO ce samedi 29 juin à Abuja verra la participation effective, une nouvelle fois, du président de la République Alassane Ouattara, grand partisan de l'intégration sous-régionale et régionale. En témoignent les 2 mandats successifs qu'il a exercés en qualité de président en exercice de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien est donc arrivé en fin d'après-midi dans la capitale politique de la République fédérale du Nigeria. Accueilli par les autorités politiques nigérianes, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria, son Excellence Koné Maman, épouse Touré, qui est aussi ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO, par le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, les honneurs militaires lui ont été rendus. Le président de la République est accompagné à ce sommet par plusieurs membres du gouvernement. Présent aussi à l'accueil du président de la République, le personnel de l'ambassade du Côte d'Ivoire au Nigeria, ainsi que plusieurs hauts responsables de la diplomatie ivoirienne venus à l'avance pour les travaux préparatoires du sommet qui, de l'avis du président de la République, va permettre à la CEDEAO d'avancer sur plusieurs dossiers. La CEDEAO est notre institution commune et nous sommes venus pour ce sommet qui est un sommet annuel en fait. C'est un sommet important. Et comme vous le savez, le président Boari en est le président en exercice de la conférence des chefs d'État. Nous aurons des points importants à l'ordre du jour. D'abord faire le point de la situation globale de notre communauté, voir si des progrès continuent d'être faits et nous en sommes très satisfaits. Vous le savez, c'est notre compatriote Jean-Claude Brou qui en est le président de la commission et je dois dire que selon ce que tous les chefs d'État me disent, il fait un excellent travail. Donc je me réjouis également de le revoir et de l'entendre, de nous faire le point de sa mission comme président de la commission. Il y a des points importants, des points au plan économique, au plan politique, au plan monétaire, la question de la monnaie unique. Ces points sont
essentiel pour notre communauté et tout cela pour que nous puissions travailler à améliorer le bien-être des populations de l'Afrique de l'Ouest. De nombreux jeunes Ivoiriens, heureux et fiers de revoir une nouvelle fois à Abuja leur président. Et c'est aussi avec grand plaisir que le président de la République a communié avec cette jeunesse ivoirienne. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille un autre événement, c'est le Forum économique Inde-Afrique. La destination Côte d'Ivoire intéresse donc des hommes d'affaires indiens. Ils ont été reçus, vous allez le voir en marge du forum, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'investissement dans notre pays a été évoqué au cours des échanges. Régis Kofi. La coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire se porte bien, mais elle a besoin d'être développée et diversifiée. C'est ce qu'a déclaré le vice-président Daniel Kablan-Duncan à l'occasion de sa rencontre avec les hommes d'affaires indiens. Dans cette optique, les chefs d'entreprise indiens ont annoncé des investissements dans plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire, notamment dans les TIC et la santé. Ces chefs d'entreprise ont également pris part à l'inauguration de plusieurs projets financés entièrement ou en partie par leur pays à Grand-Bassam. Il s'agit entre autres du nouveau siège du VITIB, l'hôtel d'entreprise TIC, une usine pharmaceutique et le premier laboratoire de test d'ADN humain en Côte d'Ivoire. Ces échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, tournant autour de 450 milliards de francs CFA, le vice-président et ses hôtes croient que ce chiffre va connaître une évolution dans les jours à venir. Et l'axe Bamako-Yamoussoukro se renforce aussi. Le Premier ministre malien, Boubou Cissé, vient de séjourner à Abidjan. Au terme de sa visite de travail et d'amitié de 48 heures, il a été reçu à dîner par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement de la coopération entre leurs pays dans divers domaines pour le bien-être des deux peuples. Sidonie Davila. Amadou Gon Coulibaly et Boubou Cissé ont décidé de terminer en beauté la visite de travail et d'amitié effectuée par le Premier ministre malien. Le déjeuner offert par son homologue en son honneur a été un moment convivial au cours duquel la question du renforcement et de la diversification de la coopération bilatérale ont été, une fois encore, évoquées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, cette visite est perçue comme une opportunité pour œuvrer au renforcement de notre coopération dont le potentiel est important. Mais au-delà des relations de coopération, ce sont de véritables liens séculaires de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux peuples, qui ont en partie en commun l'histoire, la géographie et la culture. C'est notamment à ce titre que je tiens à exprimer ici le soutien et la solidarité du gouvernement et du peuple ivoirien au gouvernement malien dans sa lutte contre le terrorisme et dans ses efforts pour le retour définitif et durable de la paix au Mali. La Côte d'Ivoire et le Mali, deux pays unis par un traité d'amitié daté du 30 août 1962, ont réitéré leur engagement pour une assistance mutuelle. Les échanges féconds que nous avons eus au plan bilatéral et en réunion restreinte entre les membres de nos gouvernements respectifs préfigurent un avenir radieux pour le développement de nos relations. Monsieur le Premier ministre, chers frères, mon pays, le Mali, fait face à des défis aussi nombreux que complexes. Pour les adresser, le monde entier, dans un élan unanime de solidarité, a accouru à son chevet pour l'aider à se relever de la crise multidimensionnelle qui l'affecte depuis 2012. Dans cette mobilisation générale, la République sœur de Côte d'Ivoire n'est pas demeurée en reste. Votre pays, grâce au leadership du président Ouattara, alors président en exercice de la CEDEAO, a joué en 2012 le rôle salvateur que l'on sait en vue du redressement du Mali. Le Premier ministre malien se dit satisfait de cette visite fructueuse de 48 heures, marquée par des séances de travail et de ce dîner qui vient clore en beauté son séjour en terre ivoirienne.
Voilà une journée de jeudi bien remplie pour la délégation malienne en visite à Abidjan. Le ministre malien de la Santé, Michel Sidibé, s'est rendu à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo Nord en compagnie de son homologue ivoirien Eugène Aka Awele. L'établissement récemment inauguré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été réhabilité et doté d'équipements de dernière génération. Michel Sidibé, impressionné par l'architecture, a salué l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de l'accès aux soins de qualité une réalité pour les populations. Je vous propose un extrait de son intervention à l'issue de cette visite guidée. J'étais impressionné, tous les services sont présents, la qualité du matériel qu'on trouve ici est pratiquement l'équivalent que j'aurais trouvé dans n'importe quel hôpital d'un pays développé. Ça prouve que le président voudrait vraiment faire de l'accès universel aux soins une réalité pour tous. Cet hôpital, c'est la démonstration de ce que le président Alassane Ouattara, comme il a dit, est véritablement engagé dans la mise à disposition des Ivoiriens des soins de santé de qualité. Ce qui a été fait à Bobo sera fait sur toute l'étendue du territoire. Et la délégation conduite par le Premier ministre malien Boubou Cissé a achevé sa visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire. Je l'annonçais dans les titres, le rapport de la BAD sur le financement des PME est disponible. Il a été officiellement remis au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un rapport qui exprime fortement le soutien de l'institution financière au secteur privé ivoirien. Notre reporter Noël Niagno nous dévoile maintenant les axes stratégiques contenus dans ce document. Le rapport de la Banque africaine de développement portant sur le secteur privé, le financement des PME, petites et moyennes entreprises, est désormais disponible. Le Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État, est visiblement heureux de le recevoir. La cause, ce rapport permet d'avoir des données quantifiées et actualisées sur le secteur privé en général et de façon spécifique sur les PME. Autre centre d'intérêt de ce rapport, il fait ressortir les 4 axes stratégiques de la démarche gouvernementale pour dynamiser le secteur. Il s'agit de l'industrialisation et la compétitivité du secteur privé, la bonne gouvernance et l'amélioration du climat des affaires pour une meilleure attractivité nationale, la contribution des PME à la création de richesses par la formalisation, le renforcement des capacités et l'augmentation du taux de survie des PME, des investissements structurants. Cette somme d'éléments va aider à l'avènement d'un secteur privé performant et compétitif pour le bonheur de l'économie ivoirienne. Une initiative en phase avec la vision de la Banque africaine de développement, BAD. La présente étude s'articule parfaitement avec la vision de la BAD consistant au développement d'un secteur privé fort grâce à un accès inclusif aux services financiers lié à l'objectif d'inclusion financière, à savoir celui d'augmenter le volume de prêts aux PME, qui sont un moteur majeur de la croissance économique et de la création d'emplois sur le continent. Au total, la Côte d'Ivoire et la BAD sont en phase. Reste la gestion efficace du rapport, un autre défi à relever. C'est tout le sens de l'invite du Premier ministre. Cette étude de la BAD sur le secteur privé et le financement des PME est la bienvenue. Cette étude met à notre disposition des données chiffrées et actualisées, véritable outil d'aide à la prise de décision en faveur du secteur privé et des PME. J'invite donc tous les acteurs concernés à faire bon usage de ce rapport, dont les recommandations, je peux vous assurer, seront examinées avec beaucoup d'attention par le gouvernement, car les enjeux sont importants. Signalons que plus de 4000 entreprises ont participé à la réalisation du document et 15 villes de l'intérieur ont été prises en compte. Coût des travaux, plus de 200 millions de francs CFA de la coopération de la Corée du Sud est réalisé par un cabinet de droit ivoirien. Le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, dévoile aussi un autre document devant les députés. Il s'agit du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Il vise entre autres le renforcement de la qualité des institutions et de la bonne gouvernance. Les députés en ont pris connaissance et ont porté des observations. On en sait plus avec Didier Nguessan.
Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était devant les députés ce 27 juin. Objectif, leur présenter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022 pour permettre aux élus de la nation d'apprécier la politique de développement du gouvernement. Le DPPEP évalue sur 3 ans le niveau global des recettes attendues et des dépenses programmées de l'État. Il couvre également les collectivités décentralisées et les organismes publics, notamment les entreprises publiques, les établissements publics et les organismes de protection sociale. Le DPPEP fixe par ailleurs les objectifs d'équilibre budgétaire et financier sur le moyen terme, en application des dispositions du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA. Les députés des groupes parlementaires PDCI, Rassemblement et RHDP ont fait quelques observations, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale et une meilleure affectation des ressources de l'État. Après 6 heures d'échange, de propositions et contre-propositions, le président a mis fin à la séance. Donc, il s'agit donc pour l'exécutif de venir échanger avec les représentants du peuple pour définir un peu les grandes orientations auxquelles on va imprimer l'évolution des finances publiques au cours des 3 années à venir. Le budget programme, c'est la gestion axée sur les résultats. Vous savez, toute gestion axée sur les résultats permet à la Côte d'Ivoire d'être regardant sur les poches de recettes et les poches de dépenses. Et je pense que ça va améliorer au mieux même la gestion de notre pays. Le document de programmation budgétaire et économique a été élaboré sur la base de données provisoires. Ces données pourraient évoluer les mois à venir avant la présentation du projet de budget au Parlement. Le programme social du gouvernement continue de se déployer dans les régions au profit des populations. Le volet électricité du PSGouv, vous allez le voir, est en marche. Le volet électricité du programme social du gouvernement est en marche dans les villages de la sous-préfecture de Worofla, dans le département de Séguéla, région du Worodougou. Ces villages ont été électrifiés et c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a procédé à la mise sous tension. Abou Sanogo pour le reportage. Bona, village de plus de 500 habitants dans la sous-préfecture de Worofla, dans la région du Worodougou. Ici, la lumière fait défaut depuis toujours. L'électrification de leur village, les populations l'attendaient. Le village attendait ça depuis très fort longtemps. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents parce que vraiment, ce que nos rêves ont été réalisés. Au moment où on partait à l'école, c'est la paille qu'on allumait pour pouvoir étudier avec. Aujourd'hui, voir tous les villages, la sous-préfecture de Worofla électrifiée. Vraiment, c'est une joie pour nous. L'électricité, c'est la clé de l'émergence, du développement de tout village. Vraiment, nous remercions particulièrement le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. C'est maintenant chose faite. En accueillant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko dans la liesse et la ligresse, les populations de Bona ont démontré la joie et le soulagement qui les animent. Ahmed Bakayoko est venu leur apporter l'électricité. Par ce geste, Bona quitte définitivement l'obscurité pour la lumière. Un acte qui va améliorer les conditions de vie des habitants des cantons Nigbidougou et Ouatradougou qui sont reconnaissants au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement pour avoir mis fin à l'obscurité, à l'utilisation des torches, lampes et bougies. Sur 30 villages, il ne reste que 2. Et les 2 sont en cours. On peut dire que nous sommes presque à 100% de couverture nationale. Les vieux me chargent de vous dire que c'est une marque de considération du chef de l'État à leur égard. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, s'est félicité de la grande mobilisation puis a invité la population des cantons Nigbidougou et Ouatradougou à soutenir le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. La maîtrise de l'énergie a permis l'élévation de tous les peuples. Et aujourd'hui, ça va être une amélioration de la santé, de l'accès à l'eau, et c'est vraiment un acte concret de développement. Et avec le Premier ministre qui a engagé cette action dans le cadre du plan social, tous les membres du gouvernement sont sur l'ensemble du territoire pour apporter un peu plus de bonheur à nos populations. La mise sous tension de Bona est étendue à 4 autres localités, Monso, Wongo, Bemana et qui sont désormais connectés au réseau électrique.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du volet électricité du programme social du gouvernement. Voilà, notez que c'est depuis Bouaké que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a officiellement lancé le volet électricité du programme social du gouvernement. Les populations rurales ont donc accès à l'électricité. C'est le cas de certains villages de la région du Logui-Bois qui sont maintenant éclairés. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, a procédé à la mise sous tension hier jeudi. Les populations se réjouissent. Elles ont de la lumière, nous explique Léon Bro. Le ministre Amédée Kouakou d'actionner ces installations que la lumière a fut à Krikpoko. Plus de 2600 âmes de cette localité dans le département de Lakota ont ainsi accès à l'électricité. Je fonctionne avec comme énergie solaire. J'ai suis courant actuellement. Parce que qui est fort. J'ai des gros frigos, ça m'arrange beaucoup. Les villageois ils sont contents. Grâce au programme du président Alassane Ouattara, nous avons aujourd'hui le courant ici à Krikpoko, à Godou, à Bessabois. Vraiment, nous disons merci. Krikpoko, une des 5 localités de Lakota, porte à 13 le nombre de villages de la région du Lodji-Bois, électrifiés entre 2012 et 2018. Sa mise sous tension électrique marque la phase d'accélération du programme national d'électrification rurale pour l'accès des villages de plus de 500 habitants à l'électricité. 2019-2020, 27 autres localités vont être électrifiées dans le département de Lakota, portant le nombre de villages électrifiés dans le département à 91, alors qu'il y a un total de localités de 98. Donc il va rester 7 localités. Mais les 7 localités vont être électrifiées sur la période 2020-2025. Au total, 98 nouvelles localités du Lodji-Bois prises en compte à l'horizon 2020 seront donc électrifiées, 234 sur les 249 villages de la région, des efforts qui traduisent la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, toujours selon le ministre Amédée Kouakou. Le président Alassane Ouattara n'a pas cherché à savoir est-ce qu'ici, dans la sous-préfecture de Guigui, est-ce qu'ils sont FPI, est-ce qu'ils sont PDCI, est-ce qu'ils sont RHDP. Il n'a pas regardé tout ça. Il a dit on donne de l'électricité à nos parents, on donne de l'électricité à la population. C'est ça la vision des hommes. Mais ça n'est possible que si notre pays est en paix, que si notre pays est stable, que si les Ivoiriens sont ensemble dans notre diversité. Comme l'électricité et l'eau potable, la route et les centres de santé sont in fine autant de retombées du programme social du gouvernement. Le projet de construction du Grand San Pedro se met également en place. Des responsables du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier sont en tournée. Le programme social du gouvernement se déploie donc dans cette région. Et sur place, ils ont visité les pistes rurales. Le projet de construction du Grand San Pedro devrait favoriser la construction d'un aéroport international et plusieurs infrastructures hôtelières. Lansene Bakayoko, depuis San Pedro. Taki. C'est autour de ce village que se dessine le futur de la ville de San Pedro. Un projet que le gouvernement a baptisé le Grand San Pedro. C'est vrai, ce projet il date de très longtemps. Si on pouvait le voir réalisé sous l'ère du président Alassane Ouattara, on serait encore plus en joie. Mais déjà, on va abriter bientôt la Cannes. Donc j'espère que d'ici peu, on aura un hôtel 5 étoiles qui est prévu à Taki. Aujourd'hui, les autorités en charge du projet sont venues rencontrer la notabilité du village. Parmi les points à l'ordre du jour, les modalités de mise en œuvre du projet. En premier lieu, le lotissement de la zone, mais aussi les aménagements des voies d'accès. C'est un plus, n'est-ce pas, qu'on apporte à cette population, non seulement sur le plan social, mais on leur permet aussi d'évacuer leurs produits agricoles et d'être dans le pays. Plus heureux encore, ce sont les habitants de Taki. La pêche, activité majeure du village, n'est plus trop abondante. William Kla, ici en préparation de ses filets, veut se reconvertir. Il voit dans le Grand San Pedro des opportunités d'emploi, la réalisation d'un nouveau rêve. Chaque jour que Dieu fait, nous partons la pêche. Bon, souvent, ça ne nous arrange pas. Parce que la pêche, ce n'est pas notre travail. Mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens, on se force pour aller à la pêche. Mais aujourd'hui, nous sommes forts des projets qui viennent à Taki. Si pour la construction des infrastructures lourdes,
Il va falloir attendre encore quelques mois. Les travaux de voirie sont bien avancés. Les usagers ne cachent pas leur soulagement. Ils ont gratté jusqu'à attaquer. Bon, Dieu merci. Bon, actuellement, ça va. C'est bon, mais la route est très bonne même. À côté de ce projet d'envergure, c'est toute la région, grand réservoir de produits agricoles, qui voit son avenir en lumière. Aujourd'hui, ils réussissent à faire sortir le produit en 2 heures de temps, contrairement par le passé qu'on faisait à 8 heures de temps. Plusieurs axes routiers sont en réhabilitation, comme ici l'axe côtier d'Ako-Dobo. Donc malgré qu'il y a eu les pluies, vous avez vu la piste reste praticable, elle a été bien traitée. Donc l'ensemble a pu découvrir, envoyé par le ministre, j'ai pu découvrir qu'effectivement les travaux se font comme il se doit et c'est bien fait. Pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, il s'agit d'un peu plus de 25 000 km de routes rurales à réhabiliter. Coût global, 46 milliards de francs CFA. Et on poursuit notre périple à l'intérieur du pays. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, est en mission dans la région de Gbeke. À Sakassou, 29 victimes des différentes crises survenues dans notre pays ont été indemnisées par le gouvernement. Une école primaire a été réhabilitée dans le cadre du Fonds national de solidarité. Kader Sogodogo. Ces images sont celles de l'école primaire publique Château à Assandré. Nous sommes dans le département de Sakassou. Quelques mois après, le sourire du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, traduit toute la volonté du gouvernement de mener à bien son programme social. Dans le cadre du Fonds national de solidarité, ce sont plus de 42 millions de francs CFA qui ont servi à la réhabilitation de cette école qui est remise officiellement. Cette action s'inscrit dans le contexte du programme social du gouvernement sous l'autorité de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de réparation communautaire des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire, qui a fait l'objet d'un plan national de réparation 2017-2020, plan élaboré avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. C'est avec cette joie débordante des écoliers de Assandré que le cortège ministériel met le cap sur la salle de réunion de la préfecture de Sakassou. Ici, le gouvernement apporte sa compassion aux victimes des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. 18 ayants droit de parents décédés ont reçu chacun 1 million de francs CFA. 11 victimes des blessés ont reçu 150 000 francs CFA et un bon de prise en charge médicale chacun. Il y en a qui prennent le million et qui disparaissent avec. Et puis on continue de dire, mais l'État n'a rien donné. L'État n'a rien donné, la famille attend alors que quelqu'un a déjà pris. Donc nous voulons que les personnes qui prennent montrent à la famille qu'elles ont bien reçu 1 million de francs CFA. Et puis c'est le nom d'une personne qui est sur un chèque, mais l'argent qu'on donne c'est pour toute la famille. Ces efforts du gouvernement sont salués par les bénéficiaires. Nous, victimes, nous sommes heureux de vous voir à nos côtés. Merci d'être infatigables pour la cause de la paix. Merci à travers vous au président de la République, Alassane Ouattara, à tout le gouvernement et à toutes nos autorités locales. Que Dieu continue de vous assister et qu'il nous apporte la paix. Après Sakassou, c'est Béoumi qui va recevoir la mission gouvernementale conduite par Mariatou Kone. Le gouvernement vient assister les victimes du récent conflit intercommunautaire qui a fait plusieurs morts et des blessés. La question de l'emploi est aussi au centre du PS-Gouv. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, était l'invité de l'émission Les Rendez-vous du gouvernement, initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Il s'est prononcé sur les acquis et les nouvelles actions pour relever le défi de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Plusieurs réformes sont annoncées, nous explique Didier Nguissan. Acquis et nouvelles actions pour relever le défi de l'emploi des jeunes. C'est autour de ce thème que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a entretenu la presse nationale et internationale.
Il ressort de sa communication que de 2011 à 2016, plus de 2 600 000 emplois ont été créés dans le cadre de 3 grands projets. Ce sont le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, le contrat de développement et de désendettement C2D et l'agence Emploi Jeunes. Le C2D et le PGDEC sont financés respectivement à 32 et 50 milliards de francs CFA. Des acquis considérables ont été obtenus. Pour le volet stage, ce sont à peu près 4 213 jeunes qui ont pu bénéficier de ce programme. Pour l'apprentissage, ce sont 10 803 jeunes bénéficiaires. Pour les chantiers écoles, c'est 944 jeunes bénéficiaires. Pour la formation professionnelle, c'est 987 jeunes bénéficiaires. Pour l'entrepreneuriat, c'est 17 017 jeunes bénéficiaires. Et pour les TIMO, 24 386 bénéficiaires. À ce jour, le projet C2D Emploi Jeunes totalise 20 774 bénéficiaires. Ces acquis importants n'occultent pas les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets. Pour y remédier, plusieurs réformes sont annoncées. Au titre des réformes et actions entreprises, nous pouvons noter que pour relever les défis et apporter des réponses notables, des actions prioritaires ont été entreprises. Il a été recommandé au cours des États généraux de réformer le cadre juridique et réglementaire de la jeunesse. Le gouvernement a adopté le 19 octobre 2016 la politique nationale de la jeunesse sur la période 2016-2020. Améliorer la prise en charge des jeunes sur les différents sites de l'Agence Emploi Jeunes à travers le renforcement de nos services d'accueil d'école Sainte-Heure. La mise en œuvre de ces réformes garantira le succès du programme social du gouvernement dans son axe 4 sur l'insertion des jeunes. Chiffres à l'appui, Mamadou Touré répond aux préoccupations des journalistes. Il annonce pour les 2 prochaines années l'insertion socio-professionnelle de 500 000 jeunes. La 16e édition des JICOM, les journées du communicateur de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique d'Abidjan ont eu lieu ce vendredi 28 juin au sein de cet établissement. Ces journées donc ont eu lieu aujourd'hui. Les étudiants en fin de cycle des niveaux Master 2, Licence 3 ont présenté leur savoir-faire au grand public. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, et le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, ont assisté à la cérémonie. Je vous conduis maintenant au Centre technique des arts appliqués de Bingerville qui célèbre ses meilleurs élèves. Le batik, la mosaïque, le design et l'expression picturale, autant d'activités exercées par les élèves étaient à l'honneur. Cette fête de l'excellence s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et du directeur général de la RTI. Patricia Omouetia, Christelle Bédéga pour le reportage. Ils ont respectivement obtenu 14 et 13 de moyenne. La mosaïque, le batik et l'expression picturale, autant d'activités qui ont permis à ces élèves du Centre technique des arts appliqués de Bingerville d'être célébrés. C'est une spécialité où il y a beaucoup de créativité parce qu'on crée beaucoup là-bas. Donc ça m'a vraiment motivé à aller là-bas parce que j'aime créer. Le directeur du centre s'est réjoui de la présence du ministre et de sa délégation, ainsi que des initiatives à l'endroit de son établissement. L'objectif premier, c'est de faire en sorte qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils doivent recevoir une formation de pointe. Avec cette qualité de production, il est sûr que quelqu'un qui a de l'ambition peut s'en sortir. Cette 5e édition, qui prône l'excellence, vise à encourager la jeunesse à l'autonomisation en vue de leur insertion professionnelle. Notre volonté d'accompagner le travail bien fait, d'accompagner les élèves dans leur créativité, et faire en sorte que la jeunesse ivoirienne soit une jeunesse qui ait confiance en elle, qui développe son potentiel et qui prenne en charge son présent et son avenir. Au thème de la visite guidée dans les ateliers, le ministre de la Culture a encouragé les parents à orienter leurs enfants vers les arts appliqués, car selon lui, c'est une mine d'or qui doit être explorée au bénéfice de la société. Combe avait déjà, ici à Bingerville, démarrer la formation pratique des jeunes à travers la sculpture. Et c'est cet héritage que l'État de Côte d'Ivoire perpétue en formant ici des jeunes. La visite s'est poursuivie au musée Combe, situé à l'intérieur du Centre technique des arts appliqués. Le musée Charles Combe compte au total 91 pièces composées de tableaux et de sculptures.
Les pièces sculptées sont réalisées avec du matériel en bois, en pierre reconstituée. Et ces élèves sont de véritables génies. Ils sont donc des exemples pour les autres jeunes. Leur amour pour le travail devrait inspirer la jeunesse ivoirienne, invitée à dire non à la drogue. La Côte d'Ivoire, justement, qui accentue la lutte contre le phénomène, vient de célébrer la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Les associations de défense contre le trafic se sont mobilisées. Une sensibilisation de masse suivie pour vous par Christian Mandé et Eugène Atoubé. Sur la voie express qui traverse à Bobo, une procession. L'ambiance est joyeuse. Les associations, mouvements et ONG intervenant dans les différents milieux de la drogue battent le pavé en faveur des usagers de drogue. Regroupés au sein du CONATSI, Conseil des organisations de lutte contre l'abus de drogue en Côte d'Ivoire, ces activistes soutiennent la cause des usagers de drogue. Le message est clair. Il faut désormais que la société jette sur cette frange de la population un autre regard. Un usager de drogue n'est pas quelqu'un qui est forcément bandit, voyou et tout ce qu'on pense des usagers de drogue. C'est des personnes qui sont malades, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, c'est des personnes qui ont besoin qu'on leur tende la main, c'est des personnes qui ont besoin qu'on les écoute. Ce que nous voulons, il y a un certain nombre de processus qui ont été engagés, comme la réforme de la loi de 1988 portant sur la répression des drogues, que nous voulons que le côté répression soit revu et que même s'il y a la répression, que le volet prévention et le volet prise en charge des usagers de drogue soient pris en compte. C'est dans l'enceinte de la mairie d'Abobo que la procession a pris fin. Le village communautaire y a été établi. Associations, ONG, mouvements et anciens usagers de drogue ont vécu un moment de communion, avec l'espoir que la société ne considère plus les usagers de drogue comme des rebuts, mais des personnes qui ont aussi des drogues. Non à la drogue, mais aussi non à l'insalubrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto continue la sensibilisation des populations. Elle a eu une rencontre ce vendredi avec les points focaux et techniques des mairies. Les échanges ont porté sur la plateforme de collaboration entre l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. La plateforme vise le maintien de la propriété dans les villes et communes de notre pays. Grâce Kando. La plateforme de collaboration entre l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité est un cadre de concertation et d'échange. Elle a pour mission de coordonner la mise en œuvre des activités en matière de prévention et de lutte contre la dégradation de la qualité du cadre de vie. Tous les maires sont volontaires, ont bien envie d'entretenir leur commune, mais malheureusement c'était le manque de moyens et de méthodes, parce que là, il va y avoir une formation. Et ceux qui vont être formés, c'est le politique et le technique. Donc ensemble, nous allons pouvoir mettre en œuvre vraiment ces orientations. Au niveau opérationnel, l'Agence nationale de gestion des déchets est en collaboration avec la Direction générale de la décentralisation et du développement local en vue effectivement d'appuyer les collectivités dans la mise en œuvre des orientations qui ont été données par Madame la ministre pour que les collectivités effectivement puissent l'appliquer avec les moyens qui vont être mis à leur disposition. Pour l'opérationnalisation de cette plateforme créée en 2016, une rencontre d'information et d'orientation avec les points focaux techniques des mairies est initiée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. De gros efforts ont été réalisés sur Abidjan. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur toutes les villes de l'intérieur du pays et nous avons besoin donc d'agir ensemble, d'agir de façon déterminée, de façon cohérente. L'idée, c'est de faire en sorte donc que nos initiatives soient plus efficaces, qu'elles soient pertinentes et que nous puissions donc obtenir de meilleurs résultats. La lutte contre les nuisances sonores, l'entretien et l'embellissement des espaces verts, le ravalement des édifices publics et privés sont entre autres les défis inscrits au cahier de charges de cette plateforme de collaboration. Sur le terrain politique, les membres du conseil politique du RHDP de la région de Gbeke sont en mission d'explication et d'information. Louis Abonois, membre du conseil politique du RHDP, à la tête d'une délégation, sillonne les villages pour expliquer les idéaux de paix, de développement et de rassemblement du RHDP, comme nous l'explique Soro Corona.
À Mouekanoukro, village dans le canton Ondranois, département de Bouaké. Début des missions d'explication et d'information du RHDP, Rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix dans la région de Gbeke. 17 missions sillonneront tous les villages pour expliquer les idéaux du RHDP. Réalisation des infrastructures routières, sanitaires et scolaires. Promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale pour une stabilité durable, gage du développement de la Côte d'Ivoire. Louis Abonois, superviseur de la zone rurale du département de Bouaké, a appelé les populations à s'inscrire dans la vision du RHDP. Nous sommes en mission pour répertorier les besoins, n'est-ce pas, en termes de développement des villages et les remonter pour que son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly puisse donc adresser, n'est-ce pas, ces problèmes-là dans le cadre du PS-Gouv, le plan social du gouvernement qui va s'étaler jusqu'en 2020. Ces missions d'explication et d'information, les envoyés du RHDP les veulent de proximité. La stratégie que je mène, c'est d'abord de rencontrer les jeunes, les chefs de village, les présidents des femmes, de leur faire part de notre mission d'aller de village en village pour parler du RHDP et de parler de développement. Ces 17 missions d'explication et d'information du RHDP dans la région de Gbeke dureront 2 mois. Le ministre Amadou Kone est le coordinateur régional de ces tournées dans les zones rurales. Nous mettons le cap sur Sanguiné dans l'ouest ivoirien. Les cadres du RHDP sensibilisent à la paix et à la cohésion, piliers du développement. Godfrey Okambawa. À Zoba, Goba, Guagonopleu et plusieurs autres localités de la commune de Sanguiné, les populations ont accueilli avec enthousiasme la mission du RHDP conduite par le maire Rémi Dion. Il a présenté les actions dont le RHDP est comptable sous la houlette du président Alassane Ouattara en 8 ans de pouvoir. Tous les domaines du développement ont été revisités. Hydraulique, éducation, santé, infrastructures routières, agriculture, avec rappel de l'engagement à mettre un point d'honneur sur le bien-être des populations à travers le plan social du gouvernement. Après le président Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane Ouattara qui a pu faire ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Donc nous avons le devoir et la grande tâche, la lourde tâche surtout, de mobiliser nos populations en ce sens-là. Dans toutes les localités où il a rencontré les populations, le maire de Sanguiné a lancé l'appel à une adhésion massive au RHDP et à la mobilisation pour l'échéance de 2020. Mais en attendant, il les engage à œuvrer au quotidien pour la cohésion sociale et la paix, valeur que prône le RHDP. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure. Très belle soirée sur RTI.